L'auteur de cette brochure est un marxiste russe en exil, Vladimir Ilitch Ulyanov, qui se fait appeler Lénine, pseudonyme tiré de la Léna, le grand fleuve de Sibérie. Lénine va devenir le guide de la révolution. C'est sa statue que près d'un demi-siècle plus tard, les Allemands déboulonnent en priorité. Staline, 1903. Il s'appelle encore Djougashvili. Il a 25 ans. Entre deux séjours en prison, il rejoint la tendance la plus dure du Parti socialiste clandestin, les bolcheviks de Lénine. Toujours en exil, toujours exalté. Dans les congrès du Parti social-démocrate, hors de Russie, Lénine affronte les mencheviks, les minoritaires, plus modérés que les bolcheviks, les majoritaires. Lénine repère Djougashvili et favorise son ascension à la tête des bolcheviks du Caucase. Lénine apprécie son sectarisme marxiste et surtout son apport au financement des bolcheviks, avec ce qui est pudiquement appelé les expropriations, en fait, les braquages de banques. Pour Joseph Djougashvili, ces attaques à main armée sont légitimes parce que son projet marxiste est au-dessus de la loi. La fin justifie les moyens. Le plus célèbre de ces braquages a été reconstitué sous l'ère soviétique. L'attaque, organisée par le futur Staline le 12 juin 1907 du convoyeur de fonds de la Banque centrale de Tiflis. Le butin est l'équivalent de 6 millions d'euros. Mais l'opération fait 5 morts et 16 blessés. Beaucoup de socialistes condamnent ces actes de pur banditisme. Djougashvili se défend. Il dit « Nous devons rester dans l'illégalité jusqu'à la révolution. Entrer dans la légalité serait devenir normal. Seule la lutte armée vaincra le tsarisme. » À Bakou, il se lance dans le racket. Avec le secrétaire du syndicat du pétrole, Voroshilov, il contrôle 50 000 ouvriers. Il rançonne les riches industriels, il les menace de grève ou d'incendier leur puits. Il change sans arrêt d'apparence. Il devient l'un des parrains du banditisme géorgien. Il mérite son pseudonyme de Staline, l'homme d'acier. À la trentaine, son appétit sexuel est intarissable. Ses yeux sont brûlants, dit l'une de ses jeunes conquêtes. Sa vie clandestine, dangereuse, ne l'encourage pas à fonder une famille. Pourtant, entre deux arrestations, il rencontre une jolie couturière, Ekaterina Svanidze. Il est si attaché qu'il accepte pour la première fois de se marier et à l'église. Mais 3 ans après, elle meurt à 22 ans de la tuberculose. Il dira « Cette créature avait su adoucir mon cœur de pierre. » 1914. Staline ne participe pas à la Première Guerre mondiale. Après de multiples arrestations et évasions, il a fini par être déporté en Sibérie. Cloîtré 3 ans dans une isba, il refait le monde avec d'autres marxistes exilés. Comme Lev Kamenev, qui deviendra l'un des grands hommes de la Révolution et qu'il fera exécuter 20 ans plus tard. « 12 mars 1917, Staline, libéré, arrive à Saint-Pétersbourg, rebaptisé Petrograd, après la première révolution de février 1917 qui a chassé le tsar. Nicolas II dit « Je suis né pour le malheur et j'ai apporté le malheur à la Russie. » Le gouvernement provisoire du socialiste Alexandre Kerensky veut tenir les engagements de la Russie. En continuant la guerre, il a besoin d'hommes.
Staline, convoqué pour l'armée, est réformé à cause de son bras atrophié. Il rejoint alors ses amis bolcheviks, eux aussi sortis de la clandestinité. Il devient l'adjoint de Kamenev à la direction du quotidien La Pravda, la vérité, qui soutient alors le gouvernement provisoire. Lénine revient de Suisse le 3 avril 1917. Il rejette ce gouvernement qui continue ce qu'il appelle la guerre impérialiste. Lénine expose son programme révolutionnaire. Pour lui, comme pour Staline encore dans l'ombre, il faut donner tout le pouvoir aux soviets, les conseils d'ouvriers et de soldats qui se forment dans les villes. Lénine veut la fusion de toutes les banques, la confiscation des grandes exploitations agricoles. Sur le front, les soldats paysans russes désertent pour participer à la redistribution sauvage des terres. Été 1917. L'influence des bolcheviks grandit dans le pays. Grâce au slogan de Lénine, « Je vous apporterai la paix, la terre et le pain ». D'autres pancartes se font plus menaçantes. Elles proclament « À bas le gouvernement provisoire, à bas les ministres capitalistes ». Léon Trotsky, 38 ans, est un brillant intellectuel juif marxiste, revenu d'exil à Paris puis à New York. Il n'a rien à prolétaire. Il a tout pour déplaire à Staline, qui n'est pas à l'aise en public, qui jalouse ses talents d'orateur. Trotsky a le don de rallier les foules à la cause bolchevique. Alors, le chef du gouvernement provisoire, Kerensky, décide de se débarrasser des bolcheviks. Il lance une vaste opération de police. 800 bolcheviks sont arrêtés, dont Trotsky et Kamenev. Lénine s'enfuit en Finlande avec l'aide de Staline, qui lui a rasé sa barbiche et l'a déguisé en paysan. Staline reste. Il devient le messager de Lénine. Il prend de l'importance. Le froid qui arrive accroît la tension du pays, en proie aux grèves et à la faim. Après 3 mois d'absence, Lénine décide de revenir à Petrograd pour déclencher l'insurrection. Le soir du 7 novembre 1917, les bolcheviks s'emparent de tous les points stratégiques de la capitale, la centrale électrique, la poste, les ponts. Ils libèrent leurs prisonniers. Le palais d'hiver, l'ancienne résidence du tsar, est le dernier refuge du gouvernement provisoire de Kerensky. Il n'est plus défendu que par un bataillon de jeunes femmes. Les soldats de la garnison, affamés, sont partis chercher de la nourriture. Le croiseur Aurore, rallié aux révolutionnaires, tire une salve à blanc. C'est le signal de l'assaut contre le palais d'hiver. Les 140 jeunes femmes héroïques se défendent jusqu'au bout. Les bolcheviks capturent les membres du gouvernement provisoire. Leur chef, Kerensky, réussit à s'enfuir pour un long exil en Amérique. Ce coup d'État est appelé Révolution d'octobre, selon l'ancien calendrier russe. La vraie date est le 7 novembre 1917. Les bolcheviks sont au pouvoir. Lénine forme son gouvernement. Cette reconstitution soviétique reproduit le film d'époque qui montre Lénine dans son attitude habituelle, avec sa sévère myopie de l'œil droit. Lénine, pour ne plus employer des mots bourgeois comme « ministre », utilise le terme de « commissaire du peuple ». Il offre l'intérieur à Trotsky, qui refuse en disant «
nommer un juif à la tête de la police, c'est donner une arme supplémentaire à nos ennemis. Lénine propose alors à Trotsky les affaires étrangères, ce qui lui convient parfaitement. Pour la première fois dans l'histoire, une femme entre dans un gouvernement. Une aristocrate devenue marxiste, Alexandra Kollontai. Elle y restera 4 mois. Lénine nomme Staline commissaire aux nationalités. Il est chargé de régler les velléités d'indépendance aux frontières. Le Géorgien, qui a toute sa confiance, avait écrit en 1913 une brochure intitulée « Le marxisme et la question nationale ». 20 ans plus tard, Staline fera assassiner 12 des 15 ministres de ce gouvernement Lénine de 1917. Pour le moment, c'est Lénine qui a encore le pouvoir. Président du Sovnarkom, le Conseil des commissaires du peuple, maître de Pétrograd, la capitale de la Russie. Pétrograd, novembre 1917. Après ce coup d'État bolchevique, la vie reprend son cours normal. Il n'y a plus d'affrontements de milices dans les avenues. L'écrivain Maxime Gorky dit « Que va-t-il se passer maintenant ? J'ai bien peur que beaucoup de sang ne coule, bien plus qu'il n'a jamais coulé. »